Qui, une fois dans sa vie, ne s'est pas décidé libre parce que cela l'avait alors arrangé, et, une autre fois, n'a pas déclaré avoir agi sous la contrainte car cela lui paraissait mieux caractériser son action? Les hommes n'ont-ils pas tendance, au gré des événements, à invoquer le libre arbitre quand bon leur chante? Un matin, ne se croit-on pas libre d'aimer, le soir contraint de haïr? L'homme aime s'approprier les actions qui sont bonnes pour lui, tandis qu'il rejette sur des causes extérieures les mauvaises. Et par s'approprier, entendons là qu'il se pense un jeu, une vie à la première personne, un jeu qui fait des choix. Ce que l'on appelle, dans ces cas auxquels je pense, la liberté, ou la volonté libre, alors la liberté d'agir ou le libre arbitre, n'est-ce pas simplement la joie que l'on tire d'une action en dépit des causes réelles de cette action? Si un choix que j'ai fait m'apporte un bien, et l'on agit semble-t-il toujours selon un certain bien, alors je pense avoir agi librement. Si au contraire un choix m'apporte un mal, cependant que je visais un certain bien, alors je pense avoir agi sous la contrainte. Songeons un instant que ce que l'on dit ici à propos d'une action individuelle est aussi valable pour une action collective. Le peuple d'un pays prospère se dit qu'il est la cause de cette prospérité, mais quand vient la crise, le chômage, l'insécurité, c'est en l'étranger qu'il voit l'ennemi car il lui attribue les causes du malheur du pays. Résumons ainsi, si quelque chose de bien m'arrive, je m'en attribue la cause. J'en suis la cause, autrement dit, j'ai bien fait d'agir, ou encore j'avais de bonnes raisons. Si quelque chose de mauvais m'arrive, j'attribue à l'autre la cause. Cet autre a plusieurs visages. Il peut être l'étranger, mais cela peut être aussi un autre en soi. La colère, l'alcool, la drogue, la jalousie, la paresse, les émotions dont on se déclare parfois esclave. N'a-t-on pas coutume de dire des choses comme « j'ai bien fait de réviser mes devoirs car j'ai réussi mon examen », cependant que l'on peut dire tout autant « je n'ai pas eu mon examen par manque de temps pour le préparer, parce que les voisins faisaient trop de bruit, ou même à cause de la paresse ». Quelle action, si l'on retire toutes celles dont on pense qu'elles ont pour cause une émotion, un principe extérieur à un genre de maître qui a ordonné, quelle action demeure dans le champ de ce que l'on peut décider librement? Et librement voudrait-il dire sans raison. Dans cet épisode, nous nous proposons de nous promener dans ce territoire aux frontières floues entre la liberté d'agir et les causes de nos actes. N'y voyez pas un cours de philosophie, encore une fois, votre serviteur en serait bien incapable, mais plutôt une petite enquête en amateur, en ami de la philosophie. À boire pour le capitaine, décapité. Bonjour, vous écoutez Comme en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est donc consacré au libre arbitre, et je précise tout de suite mon sujet, car on ne va pas traiter du libre arbitre en général, et je le répète, il ne s'agit pas d'une séance de vulgarisation d'un concept philosophique qu'on appellerait le libre arbitre. Le premier objectif, avec la lecture d'un texte de Sartre et la lecture d'un texte de Spinoza, c'est d'affirmer qu'on se trompe quand on pense qu'on agit librement, au sens où l'on croit que l'on peut de façon absolument libre faire un choix plutôt qu'un autre. En somme, quand on dit « j'ai fait ce choix mais j'aurais pu en faire un autre », ce « j'aurais pu », ce possible évoqué, doit nous mettre sur la piste d'un déterminisme. Il y a des causes à nos actions. Le deuxième objectif, c'est, de façon un peu plus bordélique peut-être, de montrer que cela ne nous suffit pas d'être déterministe et de savoir qu'il y a des causes et que ceux qui pensent qu'on choisit de façon absolument libre se trompent n'est qu'une étape dans notre pensée. Là, je vous lirai quelques passages de Fondation d'Isaac Asimov, qui n'est pas un philosophe, mais je me suis dit que les personnages, en fait l'humanité dans Fondation, est en proie à ce problème qui nous occupe dans cet épisode. Et enfin, le troisième et dernier objectif, donc, ce serait de dégager une autre notion à partir de la liberté d'agir, des choix, des causes et de tout ce qu'on va dire dans les deux premières parties du podcast. Il s'agit, pour se mettre sur la piste, de ne pas sombrer dans la lâcheté, dans l'inaction. On reparlera de Spinoza, on évoquera Nietzsche, le philosophe allemand, pour étayer cette idée.
Voilà de quoi il est question dans cet épisode, et encore une fois, quitte à être un peu lourd avec ces avertissements, n'y voyez ni une leçon de philosophie, ni une séance de vulgarisation, mais simplement une évocation de plusieurs penseurs que vous pouvez lire tout autant que moi pour éveiller ou non notre curiosité sur le sujet. Est-ce que ça va faire problème ? C'est ça l'enjeu pour moi en fait. Si ça ne fait pas problème, s'il n'y a pas d'enjeu, alors ça sert à rien d'en parler et d'en faire un podcast. Alors on commence notre première partie qui fera certainement la durée quasiment, oui je pense, de tout l'épisode, puisque c'est long déjà de lire un texte. On continuera certainement soit la prochaine fois, soit une autre fois, enfin, en tout cas on continuera le sujet sur la liberté. Bon, je voulais vous lire, comme je vous l'ai dit, un texte de Spinoza qui est extrait de l'Éthique. Alors ça se trouve dans la troisième partie, c'est la proposition 2, enfin Scoli, proposition 2 Scoli. Spinoza, je vais pas vous le présenter ici, mais bon, vous savez que c'est un auteur hollandais qui a vécu au XVIIe siècle. Le texte que je vais vous lire est traduit du latin donc par Charles Lapune, qui est un prof de philo, mais enfin il y a longtemps, hein, parce qu'il est mort en 1942. Et le texte que je vais vous lire, donc je vais vous le lire et puis je vais vous le commenter quand ce sera peut-être un peu pas nécessaire, parce que vous allez voir, c'est simple à comprendre. Il n'y a pas de problème de langage, voilà, la traduction est assez limpide. Et c'est comme un prérequis, je pense, pour le sujet, mais une fois qu'on a lu ce texte-là, bon, il va falloir en dire peut-être quelque chose par rapport à notre sujet, mais en tout cas, je pense que ça vous paraîtra clair. Alors, bien que la nature des choses ne permette pas de doute à ce sujet, je crois cependant qu'à moins de leur donner de cette vérité une confirmation expérimentale, les hommes se laisseront difficilement induire à examiner ce point d'un esprit non prévenu. Si grande est leur persuasion que le corps tantôt se meut, tantôt cesse de se mouvoir au seul commandement de l'âme, et fait un grand nombre d'actes qui dépendent de la seule volonté de l'âme et de son art de penser. Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps, c'est-à-dire l'expérience n'a enseigné à personne jusqu'à présent ce que, par les seules lois de la nature, considérées en tant seulement que corporelles, le corps peut faire, et ce qu'il ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'âme. Donc vous voyez, on a une remise en cause, là, tout simple, hein, c'est que de ce qu'on... Alors c'est très général, hein, l'homme jusqu'à présent, avant Spinoza, considère être comme... l'état de fait, l'évidence, c'est que l'âme est libre, elle pense, et elle détermine, elle ordonne, elle est libre de déterminer le corps, et le corps n'est qu'une marionnette, un pantin aux ordres de l'âme, qui elle est libre. Alors il y aura beaucoup de choses, il y aurait déjà des choses à déplier à cet égard, puisque ça veut dire aussi que nous, je et l'âme, et que le corps c'est un peu une extension, un outil aux ordres de jeu, mais c'est de jeu soi. Hein. Donc Spinoza nous dit que la philosophie, le philosophe en tout cas, doit s'intéresser au corps, que le corps a été oublié, et qu'il faut en étudier toute l'étendue de sa puissance, c'est-à-dire de ce qu'il peut faire, et on va continuer. Où s'en était ? Personne, en effet, ne connaît si exactement la structure du corps qu'il ait pu en expliquer toutes les fonctions. Pour ne rien dire ici de ce que l'on observe maintes fois dans les bêtes qui dépassent de beaucoup la sagacité humaine, et de ce que font très souvent les somnambules pendant le sommeil, qu'ils n'oseraient pas pendant la veille, et cela montre assez que le corps peut, par les seules lois de sa nature, beaucoup de choses qui causent à son âme de l'étonnement. Voilà, c'est pas le corps qui s'étonne de ce que l'âme, la grande princesse, reine de tout, peut faire. Non, c'est l'âme qui s'étonne bien souvent, et on semble l'ignorer, faire comme si on n'avait pas été stupéfait, sidéré parfois, parce que le corps a fait. En fait, on oublie ce que le corps peut faire. Le corps se meut. Là, il vient de glisser, il va y revenir, mais le cas du somnambule, donc le corps se meut par lui-même, sans l'aide de l'âme, en fait. Sans les libres décisions de l'âme. Il n'a pas besoin d'être déterminé par une instance, une autre substance qui serait l'âme, qui serait la décisionnaire, la chef. Non, on oublie,
On oublie, parce qu'on devrait le savoir, on est parfois étonné de ce que le corps, notamment donc chez le somnambule, on oublie que le corps peut faire des choses et qu'on prête d'habitude à l'âme plus que ce qu'elle n'est, c'est-à-dire on prête à l'homme tout entier par extension, c'est-à-dire qu'on croit que l'homme est tout le temps serait comme libre tout le temps et que cette liberté ce serait simplement les décrets de l'âme décrète des choses, elle détermine le corps, et en fait cette liberté elle est parfois, pour l'instant on est timide, elle est parfois imaginaire, puisque le corps peut très bien se passer de l'âme pour bouger, pour se mouvoir. Nul ne sait, en outre, en quelles conditions ou par quels moyens l'âme meut le corps. Et là, c'est intéressant, parce qu'il nous dit, vous dites que l'âme commande au corps, que le corps est déterminé par l'âme, que l'âme librement impose finalement au corps ses mouvements, ou en tout cas le principe de ses mouvements, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Regardons de plus près, et pour l'instant, personne a vraiment vu de près ce que ça signifie que le fait que ces moyens, en tout cas ce que ça signifie que l'âme commande au corps, que l'âme fait mouvoir le corps, qu'est-ce que ça signifie ? Puisque l'âme n'est pas corporelle, que le corps n'est pas spirituel, on va dire ça comme ça, donc quel est le lien entre les deux ? Ni combien, je vais reprendre la phrase. Nul ne sait en outre en quelles conditions ou par quels moyens l'âme meut le corps, ni combien de degrés de mouvement elle peut lui imprimer et avec quelle vitesse elle peut le mouvoir. D'où suit que les hommes, quand ils disent que telle ou telle action du corps vient de l'âme, qui a un empire sur le corps, ne savent pas ce qu'ils disent, et ne font rien d'autre qu'avouer en un langage spécieux leur ignorance de la vraie cause d'une action qui n'excite pas en eux d'étonnement. Mais dira-t-on, que l'on sache ou que l'on ignore par quel moyen l'âme meut le corps, on sait cependant, par expérience, que le corps serait inerte si l'âme humaine était apte à penser. On sait de même, par expérience, qu'il est également au seul pouvoir de l'âme de parler et de se taire, ou bien d'autres choses que l'on croit par suite dépendre du décret de l'âme. Mais quant au premier argument, donc qui est que l'âme, que le corps est inerte si l'âme humaine ne pense pas. Quant au premier argument, je demande à ceux qui invoquent l'expérience si elle n'enseigne pas aussi que si de son côté le corps est inerte, l'âme est en même temps privée d'aptitude à penser. Donc là, il n'y a pas besoin d'expliquer, Spinoza dit très bien ce qu'il a à dire. Quand le corps est au repos dans le sommeil, l'âme, en effet, reste endormie avec lui et n'a pas le pouvoir de penser comme pendant la veille. Tous savent aussi par expérience, à ce que je crois, que l'âme n'est pas toujours également apte à penser sur un même objet, et qu'en proportion de l'aptitude du corps à se prêter au réveil de l'image de tel ou tel objet, l'âme est aussi plus apte à considérer tel ou tel objet. Dira-t-on qu'il est impossible de tirer des seules lois de la nature, considérées seulement en tant que corporelles, les causes des édifices, des peintures et des choses de cette sorte, qui se font par le seul art de l'homme, et que le corps humain, s'il n'était déterminé et conduit par l'âme, n'aurait pas le pouvoir d'édifier un temple. J'ai déjà montré qu'on ne sait pas ce que peut le corps, ou ce qui se peut tirer de la seule considération de sa nature propre, et que très souvent, l'expérience oblige à le reconnaître, les seules lois de la nature peuvent faire ce qu'on n'eût jamais cru possible sans la direction de l'âme. Telles sont les actions des somnambules pendant le sommeil, qui les étonnent eux-mêmes quand ils sont éveillés. Je joins à cet exemple la structure même du corps humain, qui surpasse de bien loin en artifice tout ce que l'art humain peut bâtir, pour ne rien dire ici de ce que j'ai montré plus haut, que de la nature considérée sous un attribut quelconque suivent une infinité de choses. Donc, je résume un petit peu, on oublie ce que le corps peut faire, on prête à l'âme plus qu'elle n'est en vérité, apparemment, en tout cas dans cette histoire de volonté et de libre arbitre, comme on le penserait avant de lire Spinoza. Donc cette liberté, elle est imaginaire, puisqu'on ignore tout de cette histoire de décret de l'âme, de tout ce mécanisme qui ferait que l'âme, a priori, commanderait au corps de se mouvoir, alors que on nous donne des exemples, on voit bien que dans beaucoup d'exemples, il n'en est qu'à du tout,
il n'en est pas du tout question, que le corps, en fait, se passe de l'âme. Et que l'âme se passe de l'âme pour faire certaines choses qui seraient qui appartiendraient à sa nature, qui relèveraient de sa puissance à lui. Je dis pas que le corps fait tout, il dit pas que l'âme n'est pas importante, il dit juste que c'est le lien en fait le rapport qui est mis en question là. C'est pas l'âme qui commande au corps, c'est pas le corps qui est le subordonné de l'âme. Notamment, il parle du bavardage. Donc le bavardage, qu'est-ce que c'est l'illustration de cette capacité-là que le corps a à parler sans décret de l'âme. L'âme ne dirige pas le corps dans son bavardage, c'est le corps qui bavarde, qui fait bavarder. C'est une passion qui pousse le corps à parler, et non un motif de la raison ou une libre décision de l'âme. Nos rêves, c'est aussi l'expression d'une sorte de pensée, peut-être du corps, peut-être pas, mais en tout cas d'un corps délivré de l'âme, et à l'inverse, une pensée qui est livrée à la puissance du corps. Spinoza, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous donne des exemples, où les décrets de l'âme ne sont pas respectés, car quelque chose, le corps, pèse plus sur l'action. Et évidemment, le libre arbitre ne tient pas dans ces conditions. Si le cas du somnambule met à lui-même, tout seul, met à mal toute cette histoire de libre arbitre. Et combien de fois le bavard voudrait tenir sa langue mais ne peut pas, il y pense, il le veut, il croit le vouloir, il croit décréter, mais ça ne décrète rien finalement, ça décrète dans le vide. Il y a plein de cas, on veut se mettre au régime, on veut faire du sport tous les jours, on va arrêter de fumer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on va arrêter de draguer les filles, j'en sais rien, moi, je vous donne des exemples, et en fait c'est plus fort que nous, quelque chose est plus fort que nous là-dedans, c'est-à-dire plus fort que quoi ? Plus fort que le décret de l'âme, plus fort que l'âme, plus fort que la liberté, plus fort que notre liberté, vous voyez ? Donc si la détermination, le déterminisme, une cause est plus contraint la soi-disant liberté de l'âme, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on n'est plus libre. Alors on va continuer la lecture, puisqu'on passe au deuxième argument, qui était de dire que l'âme, c'est au seul que le pouvoir de parler, de se taire, tout ça, de bien d'autres choses, ne revient que à l'âme. C'est ça le deuxième argument, soi-disant par expérience. Pour ce qui est maintenant du second argument, certes les affaires des hommes seraient en bien meilleur point s'il était également au pouvoir des hommes tant de se taire que de parler, mais l'expérience l'a montré surabondamment, rien n'est moins au pouvoir des hommes que de tenir leur langue, c'est ce dont on vient de parler en fait, et il n'est rien qu'ils puissent moins faire que de gouverner leurs appétits, toutes sortes d'appétits. Et c'est pourquoi la plupart croient que notre liberté d'action existe seulement à l'égard des choses où nous tendons légèrement, parce que l'appétit peut en être aisément contraint par le souvenir de quelque chose fréquemment rappelé, tandis que nous ne sommes pas du tout libres quand il s'agit de choses auxquelles nous tendons avec une affection vive que le souvenir d'une autre chose ne peut apaiser. S'il ne savait d'expérience, vous avez compris, je pense, le passage, s'il ne savait d'expérience cependant que maintes fois nous regrettons nos actions et que souvent, quand nous sommes dominés par des affections contraires, nous voyons le meilleur et faisons le pire, rien ne les empêcherait de croire que toutes nos actions sont libres. C'est ainsi qu'un petit enfant croit librement à péter le lait, un jeune garçon en colère vouloir la vengeance, un peureux la fuite. Voilà, la peur, la passion est plus forte que le décret de l'âme qui serait de se battre ou de rester là où on est, alors qu'il y a face au danger, quoi. Un homme en état d'ébriété aussi croit dire par un libre décret de l'âme ce que, sorti de cet état, il voudrait avoir tu. Donc l'homme ivre qui vient de déclarer sa flamme à une femme, par exemple,
ou je sais pas moi, de courir tout nu sur une place publique, croit que il est enfin libre là d'un coup d'avoir fait, mais c'est parce d'avoir fait quelque chose, qu'alors que d'habitude, je sais pas, la veille, tiens, il y pensait mais il ne l'avait pas fait, donc peut-être il se dit je ne le voulais pas suffisamment, mais en fait c'est parce que c'est l'alcool qui fait là, alors l'alcool au sens l'alcool dans le corps, quoi, des choses qui tout d'un coup agissent dans son dos, dans le dos de l'âme. De même, le délirant, la bavarde, l'enfant et un très grand nombre d'individus de même farine croient, je sais pas comment c'est dans le texte original en latin, mais il y a déjà, vous voyez un peu l'humour dans Spinoza, de même farine croient parler par un libre décret de l'âme, alors cependant qu'ils ne peuvent contenir l'impulsion qu'ils ont à parler. L'expérience donc fait voir aussi clairement que la raison que les hommes se croient libres, pour cette seule cause, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés. Et en outre, que les décrets de l'âme ne sont rien d'autre que les appétits eux-mêmes et varient en conséquence selon la disposition variable du corps. Vous voyez comment Spinoza a tout renversé là, en fait. Il dit que les décrets de l'âme ne sont pas du tout une cause, le principe de l'action, mais que c'est juste une sorte de traduction à l'âme des appétits du corps. Chacun, en effet, gouverne tout suivant son affection, et ceux qui de plus sont dominés par des affections contraires ne savent ce qu'ils veulent. Pour ceux qui sont sans affection, ils sont poussés d'un côté ou de l'autre par le plus léger motif. Tout cela, certes, montre clairement qu'aussi bien le décret que l'appétit de l'âme et la détermination du corps sont de leur nature choses simultanées, ou plutôt, sont une seule et même chose que nous appelons décret quand elle est considérée sous l'attribut de la pensée et expliquée par lui, détermination quand elle est considérée sous l'attribut de l'étendue et déduite des lois du mouvement et du repos, et cela se verra encore plus clairement par ce qui me reste à dire. En plus d'être... c'est pas en plus, c'est tellement beau, ce passage, que ça devrait nous manifester que c'est une putain de vérité, quoi. C'est... Bon. Je voudrais en effet que l'on observât particulièrement ce qui suit. Nous ne pouvons rien faire par décret de l'âme que nous n'en ayons d'abord le souvenir. Par exemple, nous ne pouvons dire un mot à moins qu'il ne nous en souvienne. D'autre part, il n'est pas au libre pouvoir de l'âme de se souvenir d'une chose ou de l'oublier. On croit donc que ce qui est au pouvoir de l'âme, c'est seulement quand nous pouvons dire ou taire suivant son décret la chose dont il nous souvient. Quand cependant nous rêvons que nous parlons, nous croyons parler par le seul décret de l'âme, et néanmoins, nous ne parlons pas, ou, si nous parlons, cela se fait par un mouvement spontané du corps. Nous rêvons aussi que nous cachons aux hommes certaines choses, et cela par le même décret de l'âme en vertu duquel, pendant la veille, nous taisons ce que nous savons. Nous rêvons enfin que nous faisons par un décret de l'âme ce que pendant la veille nous n'osons pas. Je voudrais bien savoir, en conséquence, s'il y a dans l'âme deux genres de décrets, les imaginaires et les libres. Que si l'on ne veut pas aller jusqu'à ce point d'extravagance, il faudra nécessairement accorder que ce décret de l'âme, cru libre, ne se distingue pas de l'imagination elle-même ou du souvenir, et n'est rien d'autre que l'affirmation nécessairement enveloppée dans l'idée en tant qu'elle est idée. Et ainsi, ces décrets se forment dans l'âme avec la même nécessité que les idées des choses existant en acte. Ceux donc qui croient qu'ils parlent, ou se taisent, ou font quelque action que ce soit par un libre décret de l'âme, rêvent les yeux ouverts. Voilà. Donc on a vu plusieurs conditions, plusieurs exemples. Voilà, avec l'alcool qui donne l'illusion de la liberté, voilà, et plein de choses qui nous montrent que il y a une causalité, qu'il n'y a pas d'effet d'action sans cause, et j'allais dire Descartes, Spinoza questionne là-dedans, un peu pour la forme, puisqu'il dit qu'après on n'ira pas dans des extravagances. Il fait un peu comme Descartes, d'ailleurs, par rapport à ça, je trouve. Comment un décret libre de l'âme qui pourrait s'insérer dans cette causalité, dans ce mécanisme des causes. Qu'est-ce que je retiens de ce texte ? Eh bien, parce qu'il va falloir conduire la suite de ce sujet.
D'abord, la liberté ne peut pas se résumer au libre arbitre, puisque le libre arbitre a été révélé pour ce qu'il est, c'est-à-dire une illusion, du fait d'une ignorance du corps, de ce que peut le corps. C'est ce qu'il faut retenir de ce texte. Qu'est-ce que peut le corps ? Cela ne signifie pas qu'on a réglé la question, qu'on peut passer à autre chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme si les causes n'existaient pas, et confondre, comme je l'ai dit en intro, la joie tirée d'une action avec la liberté. Pour autant, je ne dis pas maintenant que la liberté n'existe pas, ou qu'il n'y a pas eu plus lieu d'en parler. Je dis que même les termes en fait de jeu, âme et corps sont à étudier ici pour aller plus loin dans le sujet. Voilà. Donc on va en finir là pour le premier épisode consacré à ce sujet, puis on va voir quels sont les enjeux, même si j'en ai parlé dans la toute première partie du podcast. On va finir avec la petite rubrique. C'est pas vraiment une rubrique parce que je l'oublie des fois, enfin je la fais pas, mais on va lire des premières pages. Alors on va commencer par cette première page. Alors attention. Chapitre 1er. Il était exactement midi, ce dimanche-là, quand le shérif parvint à la prison avec Lucas Beauchamp. Mais toute la petite ville, et même également tout le comté, savait depuis la veille au soir que Lucas avait tué un blanc. Il était là, à attendre. Il était le premier, planté dans une attitude nonchalante, s'efforçant de prendre un air absorbé, ou tout au moins un innocent, sous le vent, devant l'atelier fermé du maréchal Ferrand, face à la prison, là où son oncle aurait le moins de chances de l'apercevoir s'il traversait, ou plutôt quand il traverserait la grande place pour aller au bureau de poste chercher le courrier de 11 heures. Parce qu'il connaissait bien Lucas Beauchamp, lui aussi, c'est-à-dire aussi bien que le connaissait n'importe quel blanc. Mieux sans doute que tout autre, sauf qu'Arthur's Edmonds, sur la propriété de qui Lucas habitait, à 17 miles de la ville, car il avait mangé à la table de Lucas. C'était au début de l'hiver, 4 ans auparavant, il n'avait encore que 12 ans, et c'était arrivé de la façon suivante. Edmonds était un ami de son oncle. Ils avaient suivi les cours ensemble à l'université. 3 petits points, donc ça c'est l'intrus de William Faulkner. Vous pouvez le trouver vraiment en plus en folio, en pas cher, quoi, en format de poche. Alors, on va lire ça. Alors, avant-propos. Devant la constellation des philosophes et les foisonnements de leurs œuvres, l'unité de la philosophie semble se perdre. Pourtant, si les philosophes ne disent pas tous la même chose, ils ont en partage une expérience inaugurale qui constitue leur socle commun. Cette expérience commune est paradoxalement celle d'une déroute. La pensée philosophique naît en effet avec l'expérience que la pensée fait de sa propre mise en échec. Ce qui menace la pensée d'impuissance prend fondamentalement 3 visages. Le spectacle aveuglant de la diversité, le vertige océanique du temps, et l'angoisse de l'insignifiance. À partir de ces 3 expériences catastrophiques pour la pensée, 2 attitudes fondamentales sont possibles pour le philosophe. Ou bien travailler à sortir la pensée de cette situation d'impuissance et la dénoncer comme une impression trompeuse. L'urgence est alors de ramener le multiple à l'unité, d'arrimer le devenir à l'être et d'identifier un sens caché sous l'impression d'absurdité. Ou bien critiquer les tentatives pour conjurer la catastrophe et contraindre la pensée à reconnaître son échec. La pensée consent alors à l'irréductibilité du divers, au roulis du temps et à 3 petits points. Alors ça c'est un texte que j'ai commandé, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, c'est un texte de Guillaume Pijard de Gurbert, dont je vous parle de temps en temps. Le texte s'appelle « La philosophie ». C'est dans une collection qui s'intitule « En quelques mots » aux éditions Rue des Écoles. Donc que vous soyez lycéen, étudiant ou à la retraite, je trouve que c'est un bon « Qu'est-ce que la philosophie ?» dit avec des mots simples, mais je pense, sans délire de vulgarisation, etc. Non, c'est juste, je pense qu'il a écrit ce qu'il pensait, ce qu'il voulait écrire.
c'est un très beau texte et bah voilà, je le recommande, je le lis. J'en lis les ailes à la première page. Alors, on passe à un autre texte. Alors, mince. Une introduction. Alors, j'aurais pu... On pourrait peut-être pu lire l'introduction, je sais pas. Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave, qui a reçu des ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non ? Il signifie par exemple « les choses ont trop duré ». Jusque-là, oui. Au-delà, non. Vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que l'autre exagère, qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie, en même temps, sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit, plus exactement l'impression chez le révolté qu'il est en droit de. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même, en quelque façon et quelque part, raison. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. Il affirme en même temps que la frontière, tout ce qu'il soupçonne et veut préserver en deçà de la frontière. Il démontre, avec entêtement, qu'il y a en lui 3 petits points, donc ça c'est L'homme révolté de Camus. Pareil, ça vous pouvez trouver ça par exemple en folio essai. Alors, est-ce que c'est vous raisonnable de vous lire autant de premières pages ? Ça fait presque plus long que le reste du podcast. Alors, est-ce que je vais lire l'introduction ? Non, on va commencer. Ça m'a joué. Alors, je revins enfin après une absence de 2 semaines. Voici 3 jours que notre groupe est à Roulettenbourg. Je m'imaginais qu'il m'attendait avec une impatience fébrile. Je me trompais. Le général, avec un complet détachement, me parla de haut et me renvoya à sa sœur. Il était évident qu'ils avaient emprunté de l'argent quelque part. Il me sembla même que le général éprouvait de la gêne à me regarder. Marie Philippovna était fort affairée. Elle me parla à peine. Elle n'en prit pas moins l'argent, le compta et écouta mon rapport du commencement à la fin. On attendait pour le dîner Mezensov, le petit français et un anglais. Comme il se doit, du moment qu'on a de l'argent, un grand dîner est de rigueur à la moscovite. M'ayant aperçu, Pauline Alexandrovna me demanda pourquoi mon absence avait été si longue. Sans attendre ma réponse, elle disparut. Exprès, bien sûr. Pourtant, une explication s'impose. Nous avons tant de choses à nous dire. On m'avait retenu une petite chambre au 5e. On sait à l'hôtel que je fais partie de la suite du général. Il est clair qu'ils ont déjà su se faire apprécier. Ici, tout le monde considère le général comme un richissime boyard. Dès avant le dîner, entre autres commissions, il m'avait chargé de lui changer 2 billets de 1000 francs. J'ai fait l'amont. Tac, tac, tac. 3 petits points, désolé, j'ai un peu mal lu, oui, je l'avoue. C'est le début du joueur, le joueur de Dostoïevski. Et ça, bah, vous pouvez trouver franchement à... Merde, c'est en francs. C'était 20 francs à l'époque. Et on va finir par... Allez, par ça. Procès verbal du juge de paix. Aujourd'hui, 3 juin 1835, 1h après-midi. Nous, François-Édouard Baudouin, juge de paix du canton d'Aunay, assisté de Louis-Léandre Langlinet, notre greffier. À l'instant, informé par monsieur le maire de la commune d'Aunay qu'un meurtre épouvantable vient d'être commis en la dite commune d'Aunay, village dit de la Faucterie, au domicile du sieur Pierre Magrin-Rivière, propriétaire cultivateur, absent de chez lui, nous dit-on, depuis le matin. Nous nous sommes immédiatement transportés au dit domicile, accompagnés de monsieur le maire d'Aunay, et encore de messieurs Morin, docteur en médecine, et Cordier, officier de santé, l'un et l'autre domiciliés à Aunay, venus sur notre réquisition conformément à la loi. Entrée dans une maison au rez-de-chaussée, à usage de salle, joutée au nord par le chemin vicinal d'Aunay à Saint-Aignan, éclairée au midi par une croisée et une porte, et au nord par une porte vitrée, nous y avons trouvé 3 cadavres gisant par terre. Premièrement, une femme d'environ
40 ans, renversée sur le dos en face la cheminée, où il paraît qu'elle était occupée, au moment où elle était assassinée, à faire cuire de la bouillie qui est encore dans une casserole sur le foyer. Cette femme est vêtue comme à son ordinaire, décoiffée, elle a le cou et le derrière du crâne coupé et coutelacé. Deuxièmement, un petit garçon de 7 à 8 ans, vêtu d'une blouse bleue, pantalon, bas et souliers, tombé sur le ventre, le visage contre terre, ayant la tête fendue par derrière et une très grande profondeur. Troisièmement, une fille, vêtue d'indienne, bas, sans souliers ni sabots, tombée sur le... 3 petits points, donc ça, en fait, je vous en avais fait j'y avais consacré un épisode de Comment Passant, rappelez-vous, c'était un peu au début de Comment Passant, il me semble. Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, un cas de parricide au 19e siècle, présenté par Michel Foucault, donc ça, c'est chez Archives Gallimard-Julliard. Voilà, c'est chez Gallimard-Julliard, collection Archives. Je pense que c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, à vous abonner au podcast, à partager le podcast sur Twitter, à me faire vos commentaires, retours sur les réseaux sociaux ou sur le site commentpassant.fr. On se retrouve... Alors attendez, je regarde le planning parce que je sais plus. J'espère que l'épisode précédent vous a plu, c'était Première Planète. Et la suite, je ne la connais pas encore, on verra. Est-ce qu'on poursuit tout de suite le sujet ou est-ce qu'on va vers d'autres horizons pour revenir vers la liberté? On verra. Allez, et merci encore en tout cas d'avoir écouté le podcast. Salut!